Alors, par définition, l'économie informelle regroupe des travailleuses et des travailleurs, donc des femmes et des hommes qui produisent et qui offrent aussi des services, mais dans un environnement qui n'est pas pris en charge par le système formel, c'est-à-dire que des personnes qui ne sont pas rejointes par l'impôt et qui ne sont pas rejoints non plus par des services sociaux de base, donc qui n'ont pas de protection sociale, qui n'ont pas de santé, de sécurité au travail, qui n'ont pas de système de retraite assuré et qui n'ont pas aussi de système de formation professionnelle qui les aide techniquement, professionnellement à se développer au niveau de leur emploi. Donc c'est un secteur qui est caractérisé, nous pouvons le dire, par la précarité et marqué aussi par un système d'appauvrissement continu. Et ce secteur aussi est caractérisé par la présence majoritaire, 74% de femmes dans ce secteur-là, et qu'on peut dire, on peut dire que ce secteur a un visage féminin. Elle est dans le secteur informel il y a plus de 60 ans. Parce qu'elle a trouvé sa grand-mère ici, elle a trouvé sa mère et elle-même elle est venue dans le secteur informel. Elle quitte ici à 19h, de 8h à 19h. Mais chaque jour que Dieu fait, elle gagne en tout cas sa puissance pour aller nourrir sa famille. Elle a 10 enfants vivants et que c'est elle qui a la charge de tous ces enfants-là. Quand elle est malade, c'est elle-même qui se charge de sa santé. C'est elle-même qui prend en charge ses ordonnances. Il y a des organisations dans les marchés. Elles se réunissent pour échanger entre elles. Là, il n'y a pas de cotisation formelle comme ça. Bon, ici, on a au moins une quinzaine de personnes. Une quinzaine de filles qui viennent travailler avec nous. L'association s'appelle Groupe Lésé, vendeur de fruits et légumes. Voilà. L'association, ça existe depuis 2000. Depuis 2000, ça existe. La marche mondiale s'intéresse à la réalité du travail des femmes parce que la majeure partie de ses membres sont les femmes des associations, c'est-à-dire des femmes qui se sont regroupées en associations, soit pour développer leurs activités, soit pour faire des sensibilisations, soit en tout cas, la marche mondiale s'intéresse vraiment à la vie au quotidien des femmes. Bon, notre travail à la marche mondiale, c'est lutter contre la violence faite aux femmes, et se rencontrer, faire des échanges et se donner des idées, voir comment aider les femmes. 70% des familles sont des polygames. Et qui dit polygamie, 2 ou 3 femmes avec tant d'enfants. Et si vous voyez avec quel gain. Donc chaque femme doit travailler pour nourrir, pour s'occuper de ses enfants. Le plus souvent, il faut se référer à son mari pour faire quoi que ce soit. Que ce soit dans le domaine du travail, même pour entreprendre le travail informel, il faut demander, il faut avoir l'appui, l'autorisation de son époux pour le faire, sinon vous ne pouvez pas le faire. Donc ça constitue en quelque sorte une forme de violence aussi. C'est pour ça que la marche s'est engagée pour accompagner ses membres à développer leurs activités rémunératrices pour pouvoir être autonomes. Quand on a l'autonomie, on peut entreprendre ce qu'on veut et on peut parler même d'égalité. De nos jours, il faut se battre pour se faire de la place au soleil. Ce n'est pas du donné. En tout cas, avec le Marche mondial, on est très contents. On gagne la formation même à faire. Donc ça nous aide beaucoup. Vous savez, la première phase du projet déjà a ouvert les voies à certaines femmes qui ont pu s'organiser et en unité de production. Ça dit qu'elles se sont mises ensemble pour produire. Au lieu de le faire individuellement, elles le font au niveau de l'association. Donc c'est déjà une amélioration.
On s'est dit que c'est ensemble qu'on peut aller de l'avant. Ça, c'est atchéké. Atchéké, c'est un aliment qui est fait à la base de manioc. Donc, à la suite de l'alphabétisation, on a pu insérer la transformation de l'atchéké pour amener ces femmes-là à travailler, pour se prendre en charge et ainsi qu'avec leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui peuvent s'acheter des moyens de déplacement. Parce que des fois, il y en a qui venaient à pied et après, on voyait des gens à vélo. Maintenant, il y en a même qui partent livrer le produit avec les mobylettes. On arrive à faire manger la famille et nous aussi. Surtout, amener les enfants à l'école pour l'éducation, c'est déjà quelque chose de grand pour nous. Oui. Donc, ça m'a apporté beaucoup de choses à aller mobiliser les autres femmes, de venir vers le syndicat. Bon, nous étions une association. Maintenant, on a grandi, on a fait un collectif. Mais tout ça sous la marche mondiale. On a commencé à rentrer dans le village, commencé à sensibiliser nos sœurs contre la coupe abusive du bois, les feux de brousse. Comme ça, on a approché le ministère de l'Environnement et du cadre de vie. Donc, nous sommes partenaires. À chaque fois qu'il y a quelque chose, ils nous interpellent. On a commencé, chaque année, nous faisons des reboisements. Oui. On a plein de bosquets, le ministère de l'Environnement est au courant. Oui. Mais je peux dire qu'à la première phase, ces travailleurs et travailleuses ont eu droit à bénéficier de formations en matière de droits humains et droits syndicaux. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu peux une activité et comment les défendre. Et le syndicat intervient pour donner les rudiments et les techniques de négociation de par ses fonctions à pouvoir respecter les droits des travailleuses et dans leur secteur d'activité. Chers invités, alors cette cérémonie est pour nous permettre de lancer la phase 2 du programme d'accompagnement que nous avons avec le Centre international de solidarité ouvrière du Québec, qui nous permet depuis quelques années de donner un appui institutionnel, un appui organisationnel aux travailleuses et aux travailleurs de l'économie informelle. Et le secteur de l'économie informelle est devenu un sujet de préoccupation qui grandit à travers le monde. Depuis quelque temps, cela est rentré dans l'agenda officiel de l'Organisation internationale du travail, mais aussi de la Confédération syndicale internationale qui fait du secteur informel un secteur prioritaire dans le développement justement des politiques de soutien des travailleurs au niveau et des travailleuses au niveau de ces organisations internationales. Donc, vous avez vécu il y a quelques années les programmes d'ajustement structurel qui ont déstructuré votre marché du travail, qui ont déstructuré l'emploi ici. Nous, on vit en ce moment des vagues d'austérité, c'est-à-dire des coupures de financement dans le secteur public qui minent aussi le rôle social de l'État, sa capacité à nous fournir des services. Puis c'est des dynamiques qui sont communes donc au Québec et ici. Puis c'est important qu'on lutte ensemble pour faire valoir les droits des travailleuses et des travailleurs, faire valoir l'importance de la protection sociale pour toutes et tous. Le projet MISE, on l'a dit, j'ai nommé les partenaires, mais il faut revenir sur cette concertation, cette collaboration fructueuse, novatrice entre le secteur syndical et la Marche mondiale des femmes. Une collaboration qui contribue, on l'a vu au cours des 2 dernières années, puis je pense que les partenaires ont jugé très intéressant de collaborer entre eux. C'est une collaboration qui a permis à la fois que le secteur syndical porte les enjeux d'égalité femmes-hommes, puis ça va être un travail qui va être poursuivi pour la suite, et que le secteur des groupes de femmes porte les enjeux syndicaux. Donc, il y a tout un potentiel incroyable sur lequel on peut bâtir dans ce croisement d'expériences. Puis on souhaite que cette collaboration s'enracine et soit fructueuse pour les années à venir, non seulement les 3 prochaines années, mais qui soit portée au-delà par les différents partenaires.
Ah ouais, ça c'est le projet a une démarche assez atypique parce qu'elle associe des organisations syndicales et des organisations de la société civile. C'est vrai que le SYNIAB, en tant que membre actif de l'unité d'action syndicale, on a une habitude de coopération avec les centrales syndicales, mais par contre avec la Marche mondiale, c'est une première. C'est vrai aussi que parmi les militants de la Marche mondiale se trouvent quelques militants du SYNIAB, mais travailler ensemble de façon formelle, comme nous sommes en train de le faire, ça c'est une première. Mais en travaillant avec nous, elles ont eu l'opportunité de voir que notre quotidien n'est pas que de revendiquer, mais aussi nous apportons notre pierre à la construction commune qu'est l'éducation. C'est une opportunité pour les syndicats de pouvoir enregistrer de nouveaux membres, et surtout la Marche mondiale qui regroupe beaucoup de femmes. Et au niveau du secteur informel, au niveau des enseignants, les mères éducatrices également ont l'opportunité de savoir qu'est-ce que c'est que le syndicat, qu'est-ce que le syndicat peut faire pour eux. Et en ce moment-là, c'est le syndicat qui ne fait que s'en réjouir et du fait de s'agrandir davantage avec les militants et les cotisations. Bon, tout début, moi je m'étais dit simplement que le syndicalisme est apporté aux fonctionnaires. Le syndicalisme est apporté aux fonctionnaires. Et grâce à ce projet, j'ai su que même nous, qui faisons partie du secteur informel, pouvons être adhérés au syndicalisme. C'est grâce à ce projet. Donc vraiment, je remercie beaucoup ce projet pour ce que ça fait pour nos vies. Les syndicats apprennent dans la complémentarité, dans l'esprit même du projet. La Marche mondiale a des techniques d'approche, des techniques de résolution de leurs problèmes. Ils ont aussi des projets de formation, des modules, des approches que forcément le syndicat n'utilise pas. Et nous constatons qu'en tout cas, ils atteignent leurs objectifs du fait de la mobilisation permanente constatée au sein de leur structure. Alors pour les syndicats, c'est donner le change de les organiser, de les appuyer à avoir de la formation professionnelle pour s'améliorer dans leurs métiers divers, et également les aider à accéder à des moyens, à des systèmes de gestion par des formations de base pour prendre en charge leur micro-entreprise, et au-delà de ça, les accompagner pour accéder à des systèmes de crédit qui viendraient améliorer leur capital primitif pour une meilleure croissance de leurs activités professionnelles. C'est par manque de fonds qu'elle ne vend que des papayes et des oranges et du citron. Si jamais elle a un apport financier qui lui permet de changer ou bien d'ajouter d'autres marchandises à ce qu'elle fait, elle ne vendrait pas uniquement que de la papaye. Elle va s'ajouter d'autres choses pour pouvoir quand même améliorer ses revenus. Parce que dites-vous qu'aujourd'hui c'est le fonds de roulement qui nous pose problème. Nous les petits, on n'a pas accès au crédit conventionnel. Si on demande crédit aussi, on nous demande des garanties. Chose que quand vous partez dans les villages, nous n'avons pas de garanties. C'est ça qui fait que si dans la seconde phase, si on peut nous donner des fonds de roulement pour que améliorer notre travail, ça va nous arranger. Parce qu'elles ont des besoins de financement. Elles attendent que les projets les accompagnent, non seulement en renforçant leurs capacités, mais en les soutenant financièrement pour qu'elles puissent avoir, même si ce n'est pas financièrement, les accompagner auprès des institutions qui offrent le crédit pour améliorer leurs conditions de vie. Si tu fais quelque chose, il faut avoir la formation. Si tu n'as pas la formation, rien ne peut marcher. Vrai ou faux? Au moins, nous, on veut la formation pour qu'on puisse nous former beaucoup de choses. La commune vient prendre des impôts chez nous. Oui, nous payons des impôts pour la commune. Est-ce que ça se passe bien? Oui, il n'y a pas de problème. On s'entend bien pour ça. Si on ne paye pas l'impôt, on ne peut pas rester ici. On veut nous déguerpiller. Oui, on nous déguerpille. Oui. La fois dernière même, on était chez le maire pour échanger par rapport à ça. Parce que nous voulons, même si on gagne les gens, si vous pouvez nous aider à réaménager notre coin là, ça va nous faire beaucoup plaisir. Oui. Évidemment, c'est normal que les syndicats interpellent l'État à jouer son rôle régalien traditionnel pour évidemment prélever
un impôt adapté, mais évidemment tout en offrant en retour les services de base qu'un État responsable devrait donner à ses citoyens. Nous n'avons aucune intention de nous débiner, c'est quand même à l'État d'organiser les activités. Quand je dis à l'État, l'État doit travailler à promouvoir les activités à tous les niveaux et à faire en sorte qu'on puisse transformer l'économie informelle vers une économie plus organisée, plus porteuse, plus formelle. Donc, tant que nous pouvons déjà faire en sorte que les travailleurs qui travaillent, même étant dans l'informel, aient quand même un traitement minimal, parce qu'ils ont droit à la dignité humaine, ils ont droit à la sécurité humaine, eh bien, nous nous intéressons donc aussi, en tant que ministère du Travail, en termes de contrôle de l'inspection du travail, en termes de contrôle aussi pour éviter le travail des enfants et pour l'éradiquer, parce qu'il est aussi un autre défi pour nous. Donc vous voyez que c'est une somme de défis. Voilà. Quand ça ne va pas au sud, évidemment, nous connaissons les effets migratoires qui se produisent aujourd'hui. Donc nous sommes obligés de construire des solidarités contre ça. Ce que le CISO fait à travers ce projet, venir accompagner des syndicats burkinabés, des associations burkinabés par leur expérience et évidemment donner aussi de la ressource financière, c'est une action de solidarité internationale exemplaire. Et donc moi je profite de l'occasion en tout cas pour encourager et remercier les membres de toute l'équipe venue de Québec au nom du CISO et les partenaires qui se sont décidés de nous accompagner pour atteindre ce noble objectif qui est le travail décent pour tout le monde. Merci.